La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024, j'ai un petit peu le nez bouché et il s'appelle ce matin « Trump séduit Wall Street avec Bessent ». Les publications trimestrielles d'entreprises touchent à leur fin pendant que la future administration américaine se met en place. Du côté de l'Europe, le spleen est toujours palpable sur certains marchés, en particulier en France, où les Jeux Olympiques ne masquent déjà plus le manque de dynamique économique et les dissensions politiques. On attend le retour des banques centrales sur le devant de la scène, mais ce sera seulement en décembre, avec évidemment des enjeux très forts mais divergents des deux côtés de l'Atlantique. On va commencer par ce qui est probablement l'information la plus importante de la fin du mois de novembre pour la sphère financière mondiale, c'est la nomination de Scott Bessent à la tête du Trésor américain. C'était peut-être le chaînon manquant entre l'élection de Donald Trump et le rallye haussier de fin d'année espéré par les investisseurs. C'est en tout cas le sentiment qui a l'air de régner sur les marchés depuis l'annonce qui a eu lieu ce week-end. Sans faire injure au reste de la garde prétorienne du président élu américain, Bessent apporte un vernis de pragmatisme et, j'ose le dire, de normalité qui rassure un petit peu Wall Street. En d'autres termes, il a un profil moins renverseur de table que le reste de l'équipe, et ça séduit naturellement les milieux financiers qui se moquent de la couleur de l'administration en fait, du moment que les marchés actions continuent à monter. Je vais quand même démarrer ce matin en évacuant tout de suite un sujet douloureux pour les investisseurs français. Le CAC 40 a frôlé de très près la fin de sa triste série de baisses hebdomadaires la semaine dernière. Un petit coup de pouce de 0,6% vendredi a presque fait l'affaire, mais pas tout à fait quand même. L'indice a quand même terminé la semaine en léger repli de 0,2%. C'est la 5e semaine consécutive de recul pour l'indice parisien. Depuis son pic du mois de mai à 8259 points, il a perdu près de 1000 points. L'histoire, vous la connaissez, il est toujours plombé par le passage à vide persistant des valeurs du luxe qui ont perdu leur cap d'invincibilité avec la panne de consommation de la classe moyenne chinoise. Le reste de l'Europe, lui, il a plutôt mieux tiré son épingle du jeu, comme le montre le rebond hebdomadaire de 1% de l'indice large Stoxx Europe 600. Il a été bien aidé par la reprise des actions allemandes et britanniques. Du côté des États-Unis, la flambée post-réélection de Donald Trump a laissé la place à un petit coup de mou, mais il a été gommé la semaine dernière par une reprise de la hausse. Le S&P 500 a même signé 5 séances consécutives de petites progressions. Il revient ainsi à moins de 1% du sommet qui avait été touché il y a 2 semaines, au-dessus des 6000 points juste après l'élection de Trump. Du coup, on se retrouve avec 25% de hausse pour le S&P 500 en 2024, 6,15% de progression pour le Stoxx Europe 600, mais 3,8% de baisse pour le CAC 40. C'est donc New York qui mène largement la danse cette année une fois de plus. D'ailleurs, pour rester de l'autre côté de l'Atlantique, le dollar a interrompu son galop haussier avec la désignation de Scott Bessent comme prochain secrétaire au Trésor des États-Unis. Alors Bessent, c'est qui ? C'est quelqu'un qui dirige actuellement le fonds spéculatif macro Key Square Group. C'est un choix qui plaît donc à Wall Street et qui tempère le sentiment dominant selon lequel Donald Trump va dézinguer à tout va en matière de surtaxe douanière notamment. Bessent est en effet entre autres un fin connaisseur des marchés et un partisan du libre-échange qui soutient toutefois l'arme douanière pour gommer le dumping. Il a longtemps travaillé pour George Soros, qui n'est pas le meilleur ami de Donald Trump, loin de là. Il est gay, il n'aime pas beaucoup Jérôme Powell et il n'a pas la langue dans sa poche. C'est un profil à coup sûr moins monolithique et stéréotypé que d'autres futurs membres du gouvernement Trump. On va élargir le scope. De quoi parle-t-on dans la presse des affaires ce matin ? On parle de la BCE après une nouvelle série de données d'activité déprimantes en Europe en fin de semaine dernière. On parle aussi du fiasco européen dans les batteries avec la débâcle de Northvolt. On parle de la COP29 qui accouche d'un accord qui, comme tous les bons compromis, ne satisfait à peu près personne. Toutefois, on note que l'Assemblée de plus de 200 pays s'est mise d'accord dans la douleur pour tripler le montant des fonds disponibles pour aider les pays en développement à faire face au réchauffement climatique. Il est aussi question du Huawei, le groupe chinois qui lance un téléphone avec son propre système d'exploitation. C'est un énième signe d'un découplage technologique entre la Chine et les États-Unis. On parle bien sûr du Sénat français qui débute l'examen du budget pour 2025 avec cette question lancinante, le gouvernement Barnier passera-t-il l'automne ? Il est aussi question du premier tour de l'élection présidentielle roumaine et du candidat pro-russe qui est arrivé en tête. On parle de l'OPE d'Unicredit sur Banco BPM ce matin qui a été annoncé en Italie et on parle aussi d'un nouveau rebondissement bizarre dans le dossier Atos, j'en parlerai un petit peu après.
Sur l'agenda des sociétés, on a la saison des publications trimestrielles qui touche donc à sa fin. Il reste quand même quelques signatures intéressantes cette semaine, notamment Dell, Agilent, Alimentation Couche-Tard, Compass ou encore EasyJet. Sur l'agenda macroéconomique, en attendant donc le retour des banques centrales un petit peu plus tard le mois prochain, ça s'étoffe à nouveau avec aux États-Unis l'inflation PCE et les minutes de la dernière réunion de la Fed qui seront connues mercredi, et du côté de l'Europe, l'Allemagne qui fournira la première estimation de son inflation du mois de novembre dès jeudi. En Asie-Pacifique ce matin, le Japon poursuit le rebond entamé vendredi dernier en s'adjugeant 1,35% du côté du Nikkei 225. La Chine reste aussi sur sa lancée de la fin de semaine dernière, mais c'est une lancée dans le rouge. Hong Kong perd 0,3% et le continent perd environ 0,8% du côté du CSI 300. Et oui, en Chine, la période creuse après une série d'annonces de soutien économique crée une sorte de trou d'air pour des marchés qui vivent sous perfusion médiatique depuis des mois. Côté Corée du Sud et Inde, on gagne plus de 1% dans le sillage des marchés américains. Les gains sont un petit peu plus modestes, de l'ordre de 0,3% du côté de l'Australie et de Taïwan. Les indicateurs avancés européens et américains sont haussiers à l'heure où j'enregistre, c'est dans le sillage de la nomination de Scott Bessent qui a l'air vraiment de plaire à Wall Street, c'est un peu l'info du jour. Dans l'actu des sociétés, en commençant par la France, la famille Adani était au courant de l'enquête américaine lorsqu'elle a vendu à Total Energy des actifs liés à des pots de vin selon les procureurs américains. Le choix de Carrefour de ne plus vendre de viande du Mercosur en France a suscité des menaces de boycott de la part du Brésil. Sanofi envisagerait de modifier le programme de remise de médicaments dans les hôpitaux US selon le Wall Street Journal. ArcelorMittal a annoncé retarder ses investissements verts prévus dans l'UE. Vallourec a cédé sa filiale de logistique en Indonésie pour 20 millions d'euros. La France a proposé à Atos de racheter la branche Advanced Computing pour 500 à 625 millions d'euros de valeur d'entreprise, mais a renoncé au rachat des activités Mission Critical Systems et Cybersecurity. Atos précise que l'augmentation de capital en cours va être amendée et que les souscripteurs pourront annuler leurs ordres. Il y a manifestement eu une brèche dans la confidentialité, en tout cas c'est ce que je comprends en lisant le communiqué du groupe ce matin. Attention, je ne l'ai pas étudié en profondeur. Le Conseil d'État a rejeté le recours formé par Énergie 12 et Énergie Group contre la décision de l'Arcom de ne pas sélectionner Énergie 12 qui était candidate au renouvellement de sa fréquence TNT. Pour interjeter appel, Énergie doit toutefois attendre la décision finale de l'Arcom. Argan perd un membre de son conseil de surveillance et Waga Energy lance un projet au Québec. Ailleurs en Europe, Unicredit a donc lancé une OPE de 10,1 milliards d'euros sur sa compatriote Banco BPM. Par ailleurs, le ministre allemand des Finances s'attend à ce que la banque italienne abandonne son projet de rachat de Commerzbank en raison des objections soulevées par le gouvernement de Berlin. L'autorité antitrust italienne juge acceptables les mesures correctives proposées par Swisscom pour autoriser le rachat de Vodafone en Italie. Unilever veut céder des marques de produits alimentaires représentant 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel dans le cadre d'un projet de réorganisation. Eni prépare une deuxième installation flottante de GNL au Congo. Evotech a rejeté les arguments avancés par Allodzym pour justifier la rétractation de son offre d'acquisition. La justice allemande a laissé peu d'espoir à 8500 investisseurs qui réclament 750 millions d'euros à Wirecard. Renk a annoncé qu'Alexander Sagel succédera à Susan Weigand en tant que CEO d'ici la fin du mois de janvier 2025. Enfin, le Coq Sportif, la filiale d'RS6, obtient 6 mois pour sortir de l'ornière. En Amérique du Nord, Lattice Semiconductor s'intéresserait à la division Altera d'Intel selon Bloomberg. Amazon investit 4 milliards de dollars de plus dans Anthropic. Le gouvernement américain a l'intention de réduire la subvention fédérale initiale accordée à Intel. Elle pourrait passer de 8,5 à moins de 8 milliards de dollars selon le New York Times. Enfin, sur l'agenda des publications du jour aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord, il y a Alimentation Couche-Tard, Agilent et Zoom Video Communications. Ailleurs dans le monde, selon Nikkei, la famille fondatrice de Seven & I a sondé KKR et d'autres fonds pour l'aider à mener à bien un rachat et une sortie de la cote de la société. Rio Tinto a levé la force majeure sur ses opérations d'alumine en Australie et Anteris Technologies Global a déposé un projet d'IPO aux États-Unis. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excusez ma voix nasillarde, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.